amis, les vraies voix sur Sud Radio avec la superstar de l'Assemblée nationale, Gilles Legendre. Non, je rigole, il n'est pas là. C'est une blague. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi on l'aurait invité, parce que comme il est très intelligent par rapport à nous, c'est vrai. Il y aurait eu un souci à un moment. Vous l'auriez compris sans difficulté. Vous croyez? J'en suis sûr. Ça, moi, Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce que quand on est aussi intelligent que Gilles Legendre, non seulement il est intelligent, mais il a une pensée hyper complexe. Et il a une pensée complexe. Ce qui n'est rien d'ailleurs par rapport à la pensée du président, qui est encore plus complexe. On peut imaginer ce qu'il aurait dit tout de même. Oui, bien sûr, bien sûr. Les vraies voix sont là, chers amis. Gilles Legendre n'est pas là, non, bien sûr, mais il y a Françoise Degois, Philippe Binger, Philippe David, Philippe Rossi et notre débat. Réforme des retraites, les motions de censure rejetées. Cette fois, le gouvernement a-t-il gagné la partie? 0826 300 300, venez nous dire ce que vous en pensez. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est le nom qu'il emporte et qui augmente. On passe de 71 à 75% de nos auditeurs qui pensent que le gouvernement n'a pas gagné. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Salut Jean-Louis. Bonjour. Jean-Louis Thieraut est avec nous, député LR de Seine-et-Marne. Merci beaucoup d'être avec nous. En Seine-et-Marne, il n'y a pas trop de cas de coronavirus avant qu'on commence le débat? Pour le moment, il n'y en a pas. Et je suis ancien président de département de Seine-et-Marne, donc je surveille ça de comme près. l'eau sur le feu. Hélas, ça peut arriver, mais à l'heure où je vous parle, non. Il y a déjà 2 collègues députés confinés, on le disait il y a un instant. Donc mais il faut faire attention. qui ne sont pas malades. Qui sont pas malades, non. Donc ils travaillent quand même, ce qui est plutôt une bonne nouvelle vu le prix qu'ils sont payés entre nous. Ça y est, c'est un peu démago. Non, à peine, mais c'est juste avec notre argent. Arrête avec les trucs. Il faut bien que les impôts servent à quelque chose en même temps. S'il ne l'avait pas fait, Alors, on nous aurait été ferions une bonne inquiet. loi, ça serait pas mal. Alors ça je suis d'accord. Si vous étiez au pouvoir, vous qui êtes un bon député, on n'aurait pas honte de vous payer parce que vous feriez des bonnes lois. Mais là, la République En Marche, ça fait 2 ans et demi que c'est catastrophique. Non, mais il n'est pas la République En Marche, lui. Donc, non, justement. C'est ce que je viens de lui dire. C'est ce que... Non, elle comprend pas. Mais Si, je vous comprends. savez qu'elle est de gauche, alors. Il en reste quelques-uns. Bon, Jean-Louis Thieraut, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, parce que votre motion de censure contre le Premier ministre hier rejetée, bon, c'était pas une surprise en soi, c'est passé complètement inaperçu avec cette histoire de coronavirus quand même. Le président qui parle à 17h, au moment où il y a déjà des discussions à l'Assemblée, etc. On a l'impression quand même que... Est-ce que ça arrange un peu, pardon de le dire, je vois le mal partout, mais est-ce que ça arrange pas un peu le pouvoir quand même? Écoutez, le président fait de la politique. Oui. Il n'est pas le premier à le faire, il ne sera pas le dernier. Oui. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, c'était une occasion rêvée pour qu'on parle moins de ce 49.3. Le problème de ce 49.3, c'est pas qu'on ait utilisé une disposition constitutionnelle qui avait été instaurée dans la Constitution de la par le général, dans la Constitution de la Ve République pour remettre en ordre une majorité qui flageolait et qui risquait de créer une instabilité gouvernementale ou d'avoir des mesures démagogiques. Le problème, c'est que là, on a utilisé le 49.3 alors même que le gouvernement est très largement mais là, majoritaire. c'était contre l'opposition, clairement. Enfin, oui, voilà. justement, mais c'est ça, c'est pour moi et la trahison de l'esprit des institutions. C'est que le 49.3, c'est quand une majorité est irresponsable. Là, aujourd'hui, on avait un débat qui aurait dû durer beaucoup plus longtemps. On avait une possibilité, c'était le temps législatif programmé qui permettait d'examiner la totalité de ce texte avec lequel on n'est pas d'accord. On y reviendra peut-être, mais en tout cas avec lequel on n'était pas d'accord. Mais il pouvait y avoir un débat. Et le gouvernement ayant voulu faire un coup politique qui était de faire voter ce texte avant le premier tour des municipales, n'a pas fait usage de ce temps législatif programmé. Le résultat, c'est que tout le monde a été baïonné. Oui, dites-moi juste une chose quand même avant de vous donner la parole, parce que c'est vrai que le gouvernement a joué un petit jeu. Mais la France Insoumise, est-ce qu'elle n'a pas joué aussi un petit jeu? Parce qu'on entendait quand même les députés de la France Insoumise, qui ont déposé également cette motion de censure avec les socialistes, etc., rêver du fait que le Premier ministre arrive en sortant le 49.3. Mais ils ont joué habilement. Mais évidemment, c'est un jeu de poker menteur. Mais bien sûr, mais chacun se sert dans cette histoire. La France Insoumise, c'est ça la vérité. La France Insoumise a été une opposition irresponsable qui voulait pousser le gouvernement mais qui vous a arrangé aussi. Et le gouvernement a présenté un projet mal ficelé, non financé, dont le Conseil d'État a dit lui-même
qu'il n'était pas financé en l'état et que juridiquement c'était lacunaire. Et par conséquent, un projet mal ficelé et une opposition qui cherche à se faire de la publicité sur le dos de 40 000 amendements, ça aboutit à un Parlement qui ne fait pas son boulot et à la situation sur ce plan-là, Mélenchon a dit des choses qui n'étaient pas fausses lors de son discours. Je voulais vous demander, monsieur le député, il est clair que c'est une victoire parlementaire, mais est-ce que vous accepteriez le fait que c'est une défaite politique démocratique, profonde du gouvernement, parce que les effets de ce 49.3 vont durablement affecter la vie politique, bien au-delà de cette victoire parlementaire apparente. Allez, Jean-Louis Thiéraut. Je partage totalement votre avis. C'est le parlementarisme raisonné qui est le nôtre, où la production législative est vraiment une coproduction gouvernementale et parlementaire qui est durablement affaiblie. On a empêché le Parlement de faire son travail et je trouve ça extrêmement grave. Alors la France insoumise ne nous y a pas aidé. 40 000 amendements quand dans le... Quand vous discutez sur comparables, similaires, identiques, j'adore la logistique. La légistique, c'est un élément essentiel du travail parlementaire. On doit faire des lois précises, mais là, c'est ridicule. Donc oui, ils ont joué contre des dizaines de milliers d'amendements, c'est pas la première fois, évidemment. La militante socialiste nous parle. Je voulais juste dire d'abord... Pas un jour de cotisation. En plus, elle n'est pas un jour de cotisation. C'est terrible. Sauf une fois. GDF... Ah, quand même, elle avoue. Mais arrêtez, on peut terminer. Mais allez-y. GDF, 160 000 amendements en 2006. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'a fait la France aussi. Par ailleurs, vous le savez très bien, on va sourire tous les deux, ça vous a bien arrangé l'obstruction de la France insoumise, parce que la réalité, c'est que toute l'opposition gagne dans cette histoire. Pourquoi ? Vous avez vu le sondage d'aujourd'hui ? 45% des Français considèrent que c'est le gouvernement qui est responsable du naufrage et du 49.3, contre 28% qui considèrent que c'est la France insoumise. C'est ennuyeux pour vous, parce que je pense que Mélenchon se refait un peu la cerise, si vous me permettez, à titre personnel. Je pense qu'il reprend pied dans l'opinion qu'il avait un peu lâché après ses excès de l'an dernier. Et la réalité, c'est qu'au fond, vous devriez lui dire merci, et d'ailleurs, vous lui disiez merci en secret et en coulisses à l'Assemblée nationale. Vous le savez, mais non, pas à la buvette. Ça vous a tous bien arrangé que les insoumis se relaient et gagnent ce rapport de force avec le gouvernement. Oui, moi je crois que ce qui nous a surtout arrangé dans cette affaire, c'est qu'on a montré, et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, qu'il y avait deux oppositions et deux oppositions très différentes. La droite parlementaire, et Carrez a été très long. avec Damien Abad et avec l'ensemble du groupe, a présenté un contre-projet. Je rappelle que cette motion de censure a été votée par les 104 députés du groupe, donc à l'unanimité, que nous avons fait le choix de dire très clairement, il y a deux propositions face à celle du gouvernement. Celle de la droite républicaine que nous croyons raisonnable, financée, courageuse, et il y a celle de la France insoumise. Ces deux propositions de la gauche, en fait. Totalement différents et opposées, parce que vous demandez la retraite à 65 ans. Et nous l'assumons, oui, la démographie commande, on vit plus vieux, nous estimons qu'il est nécessaire de travailler plus longtemps, à condition, je dis bien, à condition qu'on prenne en compte la pénibilité des carrières individuelles, pas sous forme de statut, mais qu'on en tienne compte réellement. Donc oui, je crois qu'on a montré qu'il y avait une opposition de centre-droit responsable. Vous pensez que vous êtes fait un peu refait la cerise, vous aussi, quoi. Mais ce que je veux dire, sais pas si on s'est refait la cerise, mais en tout cas, je pense qu'on a joué notre rôle, qu'il est bon en démocratie, qu'il y ait une opposition qui puisse présenter une alternance, et je pense que ça a été l'occasion de... La France insoumise a été excellente. Jean-Louis Thiéraut qui a voté pour la liste. Jean-Louis Thiéraut, une question, parce que maintenant c'est la suite qui nous intéresse. Alors la suite, c'est le Sénat, pour ce texte évidemment, sur la réforme des retraites. Alors, le Sénat, où LR est majoritaire, dont vos amis vont faire durer le plaisir, qu'est-ce qui va se passer là maintenant ? Écoutez, je suis pas prophète. Il va de soi que le texte, en tout cas, va être vous parlez avec eux, donc. Oui, le texte va être profondément réécrit. Ça ne correspondra pas à ce que veut le gouvernement. Ça va revenir à l'Assemblée. C'est évidemment l'Assemblée qui a le dernier mot. Une chose. Donc on attendez, pas juste une chose. Dans les règles. Un deuxième 49.3 sur le même texte, je ne sais pas si c'est possible. Sur un autre. Mais si à la fin c'est le même. Mais non, l'organique, c'est pas la même chose. Tu peux l'utiliser deux fois. On le retoque légèrement. En tout cas, juste une chose par rapport à ça, parce que je crois savoir que les sénateurs ont le pouvoir, dès que le texte arrive, de le rejeter directement. Est-ce que ça, vous pensez qu'ils devraient le faire ?
Je ne sais pas ce qu'ils feront. Moi, je ne pense pas qu'ils en débattent, qu'ils enrichissent, et ça donnera beaucoup plus de richesse au débat, et on verra qu'il accepte et qu'il refuse. Mais monsieur le député, moi, il y a quand même un truc qui devient... On a tous compris qu'il va falloir prendre, dans toutes les écoles de sciences politiques, cette réforme des retraites comme l'exemple à ne jamais faire quand on veut réformer du début à la fin. Parce qu'il y a un truc dont on parle pas, mais je suppose que vous avez l'œil dessus en tant que parlementaire, c'est la conférence de financement. Là, non seulement on va continuer à débattre maintenant à l'Assemblée sur la suite du texte, au Sénat, mais la conférence de financement avec 2 syndicats en moins. Personne ne sait comment Laurent Berger va arriver à atterrir à part un crash en hélicoptère métaphorique à la sortie. Ah oui. Non. En hélico, carrément. Non, mais je vous dis ça métaphorique, parce que la réalité, c'est que cette conférence de financement, elle est déjà quasiment mornée avec la position du MEDEF, par exemple. Non, mais la réalité, c'est qu'on nous a fait voter sur un texte non financé dont on ne savait pas comment on finançait ça. On est sur 330 milliards d'euros, 14% du produit intérieur brut français, et on nous demande de voter sur ce texte. C'est totalement délirant. Vous allez dans une concession automobile, vous achetez une voiture, et on vous dira après combien ça coûte. Eh bien, personne n'achètera une voiture dans ces conditions. Sérieux. Donc, sur la conférence de financement, qu'est-ce que vous pensez, juste en une seconde? Est-ce que votre point de vue, ça termine comment? Ça se termine comment? Vous l'avez très bien résumé, le crash en hélicoptère. Eh bien voilà, Jean-Louis Thiriot est toujours avec nous, et vous restez bien évidemment avec nous, on va poursuivre le débat. Eh oui, Jean-Louis Thiriot, c'était le bon temps, hein. C'était le temps où on y croyait, où on pensait que Fillon était honnête, tout ça. Enfin, Bah pardon, hein, mais non, impeccable. Mais le attendez, mec impeccable. D'ailleurs, on a vu ce que ça a donné. Attendons. Présomption d'innocence. Oui, c'est ça. Oui. Et mon cheval, il fait du vélo. Oui, bien sûr. Que lorsqu'elle sert à rien, en réalité. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais poser une question. Je voulais poser une question à monsieur le député. Eh bien, allez-y, je vous en prie, mais je vous rappelle qu'on parle de quoi? Vous savez, les gens qui nous reçoivent là maintenant. Oui, parce que j'étais déjà dans le truc, je vous regardais, vous étiez déjà parti comme un étalon. Comme un cabri plutôt, non, un cabri, moi. Un cabri. Un V1, non pas un V1. Bon, très bien. Réforme des retraites, l'émotion de censure rejetée. Cette fois, le gouvernement a-t-il gagné la partie? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi, ça donne quoi? Et les réseaux sociaux, alors c'est différent sur Twitter ou sur Facebook. Ah bon? 71% de nos auditeurs qui répondent non à la question sur Twitter, donc, et sur Facebook, ça monte pas mal. Hein. On passe à 85% de nos auditeurs qui répondent par la négative. Ouais. Philippe David, je vais vous donner la parole dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on entende évidemment les auditeurs de Sud Radio et des Vraies Voix qui nous écoutent, qui nous appellent, comme Muriel par exemple de Béziers. Salut Muriel. Bonjour Christophe et bonjour à votre plateau. Bonjour Muriel. Je vais vous mettre juste en place Christophe. Monsieur Fillon, il a fait ce qu'il a fait, mais il n'était pas tout seul à l'époque, ils étaient des centaines. Voilà. Des centaines à faire quoi? La parenthèse est refermée. Des centaines à faire quoi? Des centaines à être innocent comme lui. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais ils étaient une centaine, d'accord. Ouais, quelle indignité. Bon, on y va Muriel. Bon, arrêtez d'emmerder Muriel. Donc, les retraites, ils ont été sympas de prendre la réunion du coronavirus, pardon. Le coronavirus, c'est pas mal. Non, c'est bien. Le coronavirus, j'adore. Attends, Muriel, le coronavirus, ça, je peux te dire qu'il y en a plein qui l'ont. Le coronavirus, excellent. C'est contagieux, à mon avis, oui. Non, mais elle a raison. La fourberie suprême, elle a raison. Non, mais ce que tu veux dire, Muriel, et elle a raison, Muriel, évidemment, c'est la que fourberie, nous sommes samedi dernier, je le rappelle. Nous sommes à la mi-journée et nous avons une réunion sur le coronavirus. Nous avons un conseil des ministres. On nous annonce que, les réunions de plus de 5000 personnes sont supprimées, annulées. On nous ferme le salon de l'agriculture, etc., etc. Donc, on est là-dessus. Puis quelques heures plus tard, hop, on voit débarquer le Premier ministre à l'Assemblée nationale pour dire 49.3 au moment où on ne peut plus manifester. C'est merveilleux. Est-ce que je peux poser une question quand même? Parce que j'appelle pour poser une question. Le problème, ils ont la majorité à l'Assemblée. Comment se fait-il que déjà, ils voulaient absolument que ça passe avant les municipales, alors qu'ils auraient pu étaler jusqu'à l'été, le temps que l'autre commission du financement des retraites se fasse? Non, il fallait que ça soit tout de suite, en force et tout. Moi, je vous dis, ils vont se prendre un boomerang dans la figure, et Dieu sait que je ne suis pas une contestataire, je ne fais pas partie de la gauche extrême, je suis à droite, alors pour vous dire. Ça, on avait compris.
Non, mais voilà, je ne comprends pas que le 49.3, ils l'utilisent. Mais enfin, ils ont la majorité, ça passait. Pourquoi tout de suite? Donc, alors, Jean-Louis Quiriot, tiens, qui est comme vous, qui est de droite, il a une idée sur la question. Non, mais je partage totalement votre avis. C'est un coup politique qu'ils ont essayé de faire. Ils espéraient pouvoir montrer une victoire avant les municipales avec la stratégie générale d'En Marche, qui est d'aller braconner sur les terres de la droite en se présentant comme des réformateurs. En fait, ça a fait totalement flop. La réforme n'en est pas une. Les déficits sont toujours là. Les pensions vont baisser. Le coup de pub a foiré. C'est ce qu'on appelle des grands stratèges, Muriel. C'est un peu rapide. Non, mais c'est la vérité. David. Exactement ça. On a souvent moqué le Sénat depuis des années en disant que c'était la maison de la retraite de la politique. Moi, quand je vois comment ça se passe à l'Assemblée nationale, je me dis que finalement, le Sénat, c'est peut-être devenu la chambre de la sagesse et du débat. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est vraiment catastrophique pour l'image de l'Assemblée nationale? Mais les sénateurs ont toujours travaillé très sérieusement. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais alors que c'est une Assemblée qui a une image de maison de retraite. Bah oui, mais ils ont toujours travaillé sérieusement sur le fond des dossiers. C'est vrai, ça, quand même. Alors, moi, je suis d'accord avec deux choses. C'est que, je fais partie de ceux qui n'ont jamais tapé sur le Sénat, qui font un travail de fond et un travail souvent de qualité. Donc, totalement d'accord. Un jour, vous serez peut-être sénateur, on ne sait pas. Il ne faut pas trop cracher sur l'institution. Oui, vous savez, vous connaissez préparer ses arrières. Vous savez, vous connaissez beaucoup de gens qui ont craché sur l'Académie française, qui à 30 ans ont dit que l'habit vert était ridicule, et qui à 65 ans s'y sont très bien glissés. Donc, non, et pour être plus sérieux sur l'image du Parlement, je crois, mais je sais qu'on ne partage pas tous cet avis sur ce plateau, je pense que l'image est quand même assez mauvaise. Le Parlement doit travailler sérieusement sur les lois. L'image de certains chahuts, les propos souvent limite insultants, notamment de l'insultant, vous n'êtes rien, de la France insoumise, non, mais dans le sens aussi, et du gouvernement qui a été dans la contre-provocation. Nique ta mère à une autre députée, c'est comme un peu choquant. Je voudrais juste, monsieur le député, je sais pas. Il y avait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Je pense que ça peut nourrir, mais je me trompe peut-être, un anti-parlementarisme qui est assez, qui peut être puissant et qui peut pousser des mouvements extrémistes. L'angoisse de Philippe Bigère. C'est incroyable. On applaudit Philippe Bigère. La petite phrase, essayez de terminer alors que Françoise veut prendre la parole, est très drôle. Oui, c'est l'angoisse permanente de Philippe Bigère. T'inquiète pas, Philippe. J'ai une angoisse. J'aime bien écouter les gens. Non, mais ça s'appelle un débat aussi, tu sais. On peut y aller. Moi, je peux juste. Je ne suis pas tout à fait certaine parce que quand vous relisez, et je sais que Philippe Bigère adore ça, les discours politiques de Victor Hugo, quand vous relisez ce qui se passait dans le Parlement quand à l'époque l'Assemblée était au Sénat, quand vous relisez les grands débats parlementaires, honnêtement, c'est vraiment petit bras. Hein. C'est vraiment petit bras ce qui s'est passé. Cette espèce de truc de dramaturgie, de dire c'est énorme, mais rien du tout. Refaites le Pax. Moi, j'ai assisté au Pax. Les gens se battaient quasiment. Fabius obligé de revenir la nuit quasiment en pyjama pour remettre de l'ordre. C'était délirant. Non, mais c'était n'importe quoi. C'est vrai. Jean-Louis Quiriot, allez, on répond. T'es pas d'accord? Quel est votre sentiment? T'es pas d'accord? Alors d'abord, par rapport à la grande époque des débats parlementaires de la Troisième République notamment... Là, je vous parle du Pax et du mariage pour tous. Il y avait une dimension violente, mais en même temps une rhétorique absolument magnifique qu'on a perdue, et le débat n'était pas du tout au même niveau. Les grands discours parlementaires de la Troisième étaient exceptionnels. Après... Oui, je suis d'accord. Oui, bien sûr, il y a eu notamment sur le Pax ou sur d'autres débats une violence importante, mais moi je vous dirais, à chaque fois, dans les 15 dernières années, on constate aussi la montée parallèle de mouvements extrémistes qui prennent en influence. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas. C'est pas vrai. Sarkozy a réussi à contraindre en 2007 l'Assemblée nationale. Non, mais je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, très bien, mais vous savez qu'au téléphone, il y a Herriot qui est peut-être pas d'accord non plus. Herriot, joli prénom. Herriot est avec nous de Perpignan. Salut Herriot. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que... oui, Édouard Herriot, mon pauvre ami, c'est pas ce qu'on vous souhaite. Vous savez qu'il avait un des plus beaux aphorismes de la politique, et d'Édouard Herriot qui disait « La politique, c'est comme l'andouillette, ça doit sentir un peu la merde, mais pas trop. » Mais c'est pas faux. Reprise par Edgar Faure. L'émotion de censure rejetée, cette fois le gouvernement a gagné sur la réforme des retraites, à votre avis, Herriot? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je pense que le Sénat va intervenir. Il a possibilité d'intervenir, étant donné qu'il va rediscuter le texte. Et avant de rediscuter, je crois de mémoire, M. Larcher a dit qu'il attendait d'avoir le compte-rendu de la commission finances, là, pour pouvoir débattre au Sénat.
Donc je pense qu'il a le temps déjà de reculer un petit peu le débat aussi. Et pour revenir au débat qu'il y a eu à la commission, je pense que Monsieur Mélenchon, je ne suis pas pour Monsieur Mélenchon, mais il a eu très bien fait de mettre des amendements, ce qui a permis déjà au public de pouvoir assister à cette commission, de voir comment ça se passe, et de voir aussi que, comme disait Monsieur, alors le sénateur qui est parti, qui s'appelle Michel Amiel, qui parlait de cynisme et d'incompétence politique. Donc nous avons eu la démonstration de l'incompétence. Ils n'étaient même pas capables de répondre, de donner des chiffres. Voilà. Donc on a vu que le texte, de toute façon, ils ne le connaissaient pas. Oui. Et ils ne connaissaient pas le financement. Et c'est vrai que nous avons affaire à des amateurs. Oui. Voilà. Jean-Louis Quiriot, qui est avec nous toujours, député LR de Seine-et-Marne, je le rappelle. Bon, on le disait tout à l'heure, le Sénat, oui, on peut réécrire le texte, évidemment. Cela étant, il revient à l'Assemblée. À l'Assemblée, on remet le texte d'origine et l'affaire, elle est réglée. Oui, dans la Ve République, c'est l'Assemblée qui a la main in fine par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Herriot, le président Larcher a demandé effectivement qu'on attende le résultat de la conférence de financement, mais c'est le gouvernement qui fixe l'ordre du jour et le gouvernement n'a pas du tout dit oui. Donc le Sénat risque très probablement de se trouver encore à voter sur un texte dont on ne sait pas comment il sera financé et où j'ajoute quand même que l'une des conséquences, c'est qu'aujourd'hui, on vote sur des textes sur lesquels on ne peut pas avoir de simulateur. Et la seule question qui intéresse vraiment les Français, c'est dans mon cas, quelle sera la retraite à laquelle j'aurai droit et à quel âge. C'est totalement fou de demander à la représentation nationale de voter alors qu'on ne sait pas dire ça aux Français. Oui. Non, mais ça, c'est vrai que c'est un problème. Simulateur. Ah ben, on n'a toujours pas de simulateur. Vous croyez au report des municipales, vous, objectivement? Franchement, j'en sais rien. Ouais. J'ai du mal à y croire. Ça serait considéré comme un coup politique parce qu'effectivement la situation est assez difficile. Si on regarde les choses simplement, le 49.3, on peut se dire bon, oui, c'est prévu dans la Constitution, mais tel que ça a été fait, c'est un coup contre la démocratie. En tout cas, on peut le vivre comme ça. On peut le vivre comme ça. Si demain, à cause du coronavirus, on nous dit les municipales sont portées à perpète, on sait même pas à quand. Là aussi, à un moment, on va se dire attention, quoi. J'ai du mal à y croire, mais vous savez, après le coup du 49.3 et la manière dont cette réforme a été présentée et l'amateurisme du gouvernement qui sont finalement sur ce coup-là, comme le disait Damien Abad, des professionnels de l'amateurisme, on n'est pas à l'abri d'un deuxième coup. Il est bon cet Abad, il est très bon, c'est vrai, Abad est très bon. Merci beaucoup en tout cas Jean-Louis Quiriot d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Il a la gouaille, il pourrait devenir une vraie voix. Oui. Surtout, il a une aptitude à l'oralité rare. Ah ben vous qui êtes un spécialiste, mon cher Binger, il n'a pas besoin de prendre de cours chez vous. Vous devez être très bon à l'Assemblée. Écoutez, vous êtes bien aimable, mais des formations professionnelles, j'étais avocat dans une vie antérieure. Donc, attention, il n'aime pas trop les avocats, les magistrats. Vous avez dit à peu près la vérité. Allez, je n'avais pas de clients autour de la table. La fin de notre débat.